Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Épisode très spécial aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un épisode du Podcaston. C'est la deuxième année consécutive que nous participons à cette mobilisation internationale de tous les podcasteurs francophones du monde. Et l'idée, c'est de mettre en avant des associations avec un rôle social et un impact social important. Donc je suis très fier de participer d'une part à cet épisode spécial Podcaston. Et j'ai une deuxième fierté, c'est de recevoir quelqu'un qui se déplace expressément avec son compagnon de Suisse pour venir me rencontrer. Et c'est Marine. Bonjour Marine. Coucou Michel. Je te laisse nous présenter ton amoureux. Il va le faire lui-même. Bonjour tout le monde, moi c'est Arnaud, je viens de Suisse, compagnon de Marine et je participe aussi à l'association. Alors Marine, je le disais, tu as fait le déplacement pour nous présenter un projet. Le Podcaston, en général, on présente des assos qui sont déjà existantes. Et je me dis, à un moment donné, on aura fait le tour de toutes les assos avec autant de podcasteurs dans le monde francophone. Je me dis, pourquoi pas présenter une association en création ? Et donc, plutôt que de lancer un crowdfunding sur une page crowdfunding, on s'est dit, tu sais quoi Marine ? Viens voir à Bruxelles, on va faire un podcast spécial Podcaston et l'appel aux dons. Et je crois qu'il fait sens et qu'en nous écoutant, les auditeurs et les auditrices vont comprendre à quel point il a un rôle social qui s'y prépare. Un petit mot de présentation sur toi, qui tu es, quel est ton parcours, rapidement. Et puis on va cadrer le sujet avec le qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment et faire l'appel aux dons. Alors, donc moi je m'appelle Marine Chamba, je suis la cofondatrice de l'association Cap Toi-même, cofondateur avec mon compagnon Arnaud Exter. Et j'ai un parcours, je pense, atypique en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, où j'ai beaucoup cherché, je me suis beaucoup cherché avant de pouvoir me trouver, des fois en empruntant des sillons qui étaient même dangereux parfois. Des chemins de traverse ? Des chemins de traverse, On voilà. a ça en commun. Ton compagnon aussi, il a le sourire. On s'est reconnus comme ça. Oui, et donc en empruntant des chemins de traverse, et l'idée c'est de se dire, tout le monde devrait pouvoir trouver sa voie, sa place, et on n'est pas forcément obligé de passer par ces chemins de traverse, être en réactivité, parce que moi c'est parce que j'étais en réactivité que j'ai pris ces chemins-là, pour pouvoir trouver sa voie. Et donc en fait l'association Cap Toi-même, l'idée c'est de créer un incubateur holistique pour les projets des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui sont motivés, qui sortent des sentiers battus, qui ont un parcours ou un profil atypique. Ta passion, c'est quoi, Marine ? Ce que je dis, j'adore surfer avec les émotions, avec les mondes intérieurs des gens et notamment avec ceux des enfants. Je trouve que j'ai l'impression de faire de l'aïkido tous les jours dans mon travail d'éducatrice où en fait on reçoit l'énergie des enfants et puis comment on joue avec, voilà, c'est ça ma passion. Leur énergie, elle vient, et en fait, c'est comment on utilise cette énergie et comment, en fait... Là, le rendre enrichi, c'est ça la métaphore que je voulais faire. Ouais. Et puis aussi, ce que j'adore, c'est comment on peut aller chercher la conscience derrière, en fait. C'est pas un travail du bien-être, on n'est pas en train de faire du bien-être pour les enfants, du développement personnel, c'est un travail de conscience. Comment on peut ramener la conscience qui est déjà présente chez les uns et chez les autres pour qu'elle puisse illuminer le monde. On a un monde où on est de plus en plus intelligent, et donc, on a besoin d'avoir une conscience qui va avec cette intelligence. Alors, je vais quand même demander à Arnaud de nous dire un petit mot sur ce qu'il fait dans la vie et sa passion. Alors moi je suis kinésiologue, ma passion c'est le corps humain, mais sous toutes ses formes, ça a été dit holistique. Moi j'aime le corps physique, parce que je pense qu'il y a des choses, des mémoires qui s'engramment dans le corps physique, et puis qu'on peut les rencontrer, et avec douceur. Et le fait de les rencontrer, ça peut les transformer, les transmuter. Et on peut devenir un peu plus doux, un peu meilleur. Moi j'ai beaucoup été dans la souffrance, dans la dureté. Et justement, adolescent, les chemins de traverse ont été assez violents pour moi aussi. Et j'aurais envie de tendre la main à des enfants. Il suffit des fois d'un petit impulse dans des vies, une rencontre pour changer une vie. Et j'ai envie d'en faire partie. Et je sais que ça m'a aidé. Donc le transmettre aux autres aussi. Alors Marine, on va revenir à ton projet. Rappelle-moi le nom. Cap Toi-même. Et toi-même, c'est M''IME. Parce qu'on part du principe que déjà, s'accueillir, s'aimer, se faire confiance, c'est ce qui nous aide à trouver notre voie et notre place. Et le nom, il a été choisi pourquoi ? Il s'est basé sur quoi ? On parle beaucoup du décrochage scolaire actuellement. Pour moi, c'est de me dire, ok, le décrochage scolaire, mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que l'enfant, il n'a pas décroché de sa propre vie, un décrochage de sa vie finalement. Et donc, c'est comment on peut retrouver sa voie, comment on peut retrouver son cap, et comment on peut revenir à soi, apprendre à s'aimer. Ah, cap dans ce sens-là. Cap orientation, pas cap, et pas cap. Ou pas cap, il y a aussi ça. Est-ce que tu oses être toi-même ? Est-ce que tu oses être toi-même ? C'est dur quand on est atypique, c'est dur quand on ne ressemble pas à ce que les autres attendent de nous, etc., d'oser être soi-même. Mais c'est des enfants en général qui sont d'une telle sensibilité et ça me touche quand j'en parle, mais... Et c'est de se dire, ose être toi-même, t'as tellement à offrir au monde. Pas mal.
C'est beau, j'aime bien. On a tous des yeux qui brillent là. Alors, dans ce que j'entends, je me dis, mais finalement, on en a parlé dans l'épisode précédent. On va peut-être faire une répétition ici, mais je pense qu'elle est importante parce que les auditeurs et auditrices n'ont peut-être pas écouté l'autre épisode. Est-ce que quand on parle d'enfants, d'adolescents, on n'est pas confronté tout de suite à une problématique qui se dit qu'en fait, ils ne font qu'évoluer dans un monde qui est plus grand qu'eux, qui les englobe, et ils sont dans un environnement où il faudrait prendre une approche holistique et systémique pour le comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont des parents, ils ont une famille, un milieu social, une richesse, une pauvreté, une détresse, pas de détresse, on n'est pas tous égaux, on le sait. C'est chaud, non? Comment on cible? Il y a un public ciblé spécifique ou tu ne fais pas de distinction dès le départ? En fait, c'est marrant que tu me poses la question et les synchronicités. Je savais pas comment expliquer mon public, notre public plutôt, mais c'est le public du radar de l'âme en fait. Simplement, moi, les enfants en général qui sont comme ça, je les repère direct, quoi. Ouais. Et je sais que je le sens, en fait. Et en fait, c'est ouvert à tous ceux qui veulent venir. Mais ceux qui ont envie de plus, en général, voilà, moi, j'arrive à les repérer. Et par rapport à l'environnement, je pense que Arnaud, il pourra aussi répondre par rapport à ça, mais on hérite de tellement de choses. On hérite de ce qui nous a été transmis dans les générations passées. Il y a notre environnement familial qui nous influence. Enfin, on est une combinaison de divers facteurs qui font qu'à un moment donné, on va réagir plus ou moins à certaines choses. Tu peux avoir un enfant qui a une intention, une prise de conscience, un éveil, et puis tu as le problème, c'est que les adultes ne lui font pas confiance, ne lui donnent pas la marge de manœuvre pour établir sa confiance et sa confiance en soi. Et ça, c'est peut-être un gros challenge. Alors à la fin, je me dis, mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, toi, qui fasses cette démarche avec ton projet, mais est-ce qu'il ne faudrait pas un deuxième projet pour les adultes? Ouais, certainement. Mais il y en a déjà tellement pour les adultes. Et puis, je crois que nous, ce qui nous appelle, c'est vraiment L'enfance. les enfants. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu viens de dire, donc Cap toi-même, c'est aussi un podcast. Et dans ce podcast, c'est un podcast qui donne la parole aux jeunes, aux enfants, aux adolescents. Et à chaque fois, quasiment, les jeunes, ils me disent « Mais moi, j'en ai marre de ne pas être considéré comme un humain à part entière. » C'est comme si, en tant qu'enfant, ils étaient déconsidérés, ils se sentaient déconsidérés parce que ils étaient plus petits. Mais c'est pas une histoire c'est une histoire d'expérience, mais pas d'humanité. On est tous des êtres infinis au final. Est-ce que finalement, c'est pas nos peurs d'adultes qui font qu'on ne laisse pas la place aux enfants et qu'on leur laisse pas leur personnalité le plus tôt possible? Ah complètement. Souvent, c'est nos peurs. C'est comme si on se sentait en devoir. Oui, on a un devoir d'éducation, mais peut-être que ça, ce serait à redéfinir et à questionner. Moi, j'ai eu des enfants, quand je travaillais dans les écoles démocratiques, où finalement, ils répondent avec leur voix, avec qui ils sont pleinement. En fait, ils osent s'adresser d'humain à humain, pas comme un adulte s'adresserait à un autre humain. Et en fait, nous, des fois, en tant qu'adultes, notre ressource, c'est un petit peu notre pouvoir d'adulte, où on va répondre en disant « Tu me parles pas comme ça, machin, t'es un enfant, je suis un adulte. » Ouais. Et c'est de se dire, mais si t'enlèves ça, en fait, comment tu peux faire rayonner une autorité et un respect de ta personne, pas par emprise, mais par rayonnement? Et en fait, l'enfant, il va être sensible à ça. Il va pas... Oui, un enfant questionne les limites tout le temps, c'est normal, il est en train de grandir, il est en train d'apprendre c'est quoi que je peux faire ou pas faire. Mais après, c'est arrêter d'utiliser son pouvoir d'adulte et ne plus avoir peur, en fait, des enfants. C'est comme si on avait peur des enfants, des fois. J'aime bien le mot que tu as utilisé, il est très illustratif, l'emprise. En fait, les parents ont une emprise sur les enfants, et ça, c'est malsain. Et je crois que ce qu'il faut laisser place, c'est le dialogue. Quand j'écoute ton projet, parce qu'on en a parlé un peu avant de venir au micro, mais c'est ce que j'entends, c'est que tu proposes du dialogue, en fait. Ouais. À ces jeunes en décrochage. Alors, quand on parle de jeunes en décrochage, on parle de quel âge? À partir de quel âge? À quel âge tu es confronté à eux, à leur décrochage et à l'envie de les aider? Je dirais que ça commencerait plus ou moins vers plutôt 9 ans, 9-10 ans. Et puis après, jusqu'à début de la vingtaine. Et voilà, et nous, on a envie de s'orienter sur les 3 plans, c'est-à-dire on part du principe qu'on a plusieurs dimensions de l'être, le physique, l'émotionnel et le mental. Et c'est comment les accompagner, leur donner des clés pour venir nourrir ça. Nettoyer le passé aussi avec la thérapie que Arnaud proposera, parce que malheureusement, si on n'a pas nettoyé son passé, c'est difficile de vivre son présent sereinement et sans être en réactivité. Et ensuite, avec le coaching que moi je proposerais, d'accompagner les jeunes dans leur projet pour créer quelque chose qui soit à leur image. Donc voilà, donc il y aura la thérapie, le coaching et aussi ce côté éducation holistique des corps, comment je prends soin de ma tête, comment je prends soin de mes émotions et comment je prends soin de mon physique aussi, parce que tout est relié. J'ai l'impression que tu es en train de me parler d'un super pouvoir que tu veux rendre aux ados. Complètement, bien sûr. Arnaud, comment tu peux accompagner ces jeunes? Comment tu le vis? Est-ce que tu as envie de partager ça? Ouais, je veux bien partager. Déjà, moi, j'en accompagne quelques-uns dans mes séances en kinésiologie et je vois que, déjà, tu parlais de dialogue. Je vois que déjà une écoute, mais une écoute sincère, une écoute du cœur, une écoute de l'âme, comme tu as dit. Ça fait vraiment déjà, il y a une reconnaissance de qui il est, juste avec la posture et une écoute, je dirais, vraiment saine, sans jugement, sans conseil, sans vouloir solutionner. Juste, ah ouais, voilà, t'es là. Déjà ça,
C'est hyper curatif, c'est hyper, je dirais, thérapeutique. C'est déjà énorme. Et puis après, moi, je reviens au corps, au mouvement, à la respiration, à revenir au moment présent. Et après, je suis en train d'étudier là, par exemple, la psychogénéalogie où ils disent le mot adolescent, adulte et adolescent en même temps. Dans les vieilles tribus, il y avait vraiment des rituels de passage qu'on a un peu oubliés. Des choses, voilà, à 13 ans, tu deviens adulte. À quelque part, il y a un rituel. Il y a l'homme qui conseille le masculin, la femme qui conseille le féminin, des conseils qui se donnaient entre générations qu'on a perdus. Eh ben, c'est peut-être aussi de revenir à ça. Je me disais, quand je vous écoutais parler aussi, dans la conscience, dans les décisions qu'ils prenaient dans les tribus primaires et tout ça, c'était des décisions qu'ils prenaient pour les 7 générations suivantes. Maintenant, on est beaucoup dans l'instant. Ça va vite, tout va très vite. Et l'impatience. Et la patience, ouais. L'impatience et L'impatience et la... Exactement, exactement. On oublie d'écouter ce qui se passe. On en parlait tout à l'heure, tu vois, d'écouter les réponses de la vie, au fait, et du vivant. Et c'est peut-être de revenir à ça, ralentir un peu. Ça va vite, les enfants, ils sont stimulés à plein de niveaux. C'est le moment de se calmer. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ce que je constate, c'est que les parents qui sont confrontés à un enfant qui va à 300 km/h parce que son cerveau grandit et les adultes ne comprennent pas, on dirait qu'ils sont bêtes ou quoi, mais les synapses se créent, se multiplient, donc c'est logique que ça part dans tous les sens. C'est sain, c'est serein, c'est être en bonne santé. Et le réflexe qui me choque, c'est que ces parents, ils vont voir leur médecin en disant « Tu sais quoi, mon enfant, il est hyperactif. » Et on va lui donner des cachets pour le calmer parce qu'il est hyperactif, quoi. Je veux dire, mais c'est le préliminaire à la drogue. Et après, ce sont les mêmes parents qui vont s'étonner que leurs gosses vont avoir recours à des substances interdites ou illicites parce qu'il y a une détresse. Alors, je n'excuse pas et je couvre pas ça et je ne cautionne pas, ne me comprenez pas mal. Mais je veux dire, ne semons pas les graines, nous, en tant qu'adultes déjà. T'as pas une pathologie parce que t'es hyperactif, on est d'accord. J'entends dans ton discours, si je te comprends bien, c'est non, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps et laisser le temps au temps. Et calmer le jeu, leur faire prendre conscience que ce silence qu'ils peuvent instaurer entre deux phrases, ben, ça peut leur être riche. Et à ça, puis d'écouter, s'ils sont hyperactifs, simplement de le laisser le vivant opérer, quoi. Et de ne pas l'étouffer avec des médicaments, de ne pas l'étouffer avec des solutions, des ordres ou des lois ou des règles qui sont saines aussi. Mais non, laisser le vivant opérer. Et s'il est hyperactif, il va être créatif à un moment et le laisser retoucher à ce qu'il aime, quoi, vraiment. Ça, c'est important. Et là, on est dans un véritable rôle social. Et c'est ce qui fait que cet épisode a toute sa place dans le podcaston et dans la sensibilisation à une cause. Parce que moi, je vois ça plus qu'une éducation. Plus loin que votre projet, moi, j'y mets carrément le titre et le mot de cause. Parce qu'il y a une détresse dans la société actuellement. Vous la ressentez, cette détresse, tous les deux? C'était ce qui vous a motivé? Ouais, on la ressent fort. Du côté des parents, du côté des enfants, l'incompréhension, les gaps. On demande aux parents d'accompagner leurs enfants sur des choses qu'ils n'ont eux-mêmes pas accompagnées pour eux-mêmes, en fait. Donc, on leur demande d'être outillés pour des choses où ils n'ont pas les outils pour eux-mêmes. Ça me fait penser à l'univers de l'informatique. Tu sais, en informatique, quand tu as un client qui te pose des questions bêtes, en fait, les blagues entre copains qu'on ne dit pas devant le client, évidemment, mais entre nous, entre copains, quand j'ai travaillé, c'était RTFM, read the fucking manuel. Et à la fin, tu te dis, mais il est où ce fucking manuel pour apprendre à être parent? Qui a pensé à l'écrire? Il est où le manuel? Et je crois que quand on est parent, qui se pose la question de est-ce que je suis un bon père? Est-ce que je suis une bonne mère? Mais qu'est-ce que c'est que d'être un bon père ou une bonne mère? Est-ce que vous pouvez essayer de répondre à cette question que les adultes se posent? Eh ben, tu y as pensé? Ouais, justement, des fois on recherche un petit peu des outils. Qu'est-ce que être un bon père ou une bonne mère? C'est avoir les outils ou avoir des qualités qu'on pourrait développer. Et en fait, pour moi, c'est vraiment déjà travailler sur sa posture. Il y a tellement une grosse différence. Enfin, moi, je vois dans mes accompagnements avec les enfants, la différence que je fais, c'est dans ma posture. Il y a des choses qui deviennent possibles parce qu'à un moment donné, intérieurement, beaucoup de choses se passent à l'intérieur, en fait. Ouais, dans les tripes, dans ce qui émane, dans le cœur, etc. Et donc, pour moi, être un bon père et une bonne mère, c'est déjà comment je peux travailler sur moi pour aller nettoyer mes blessures, pour aller apaiser mon intériorité, pour qu'ensuite, en fait, ça émane et ça dégage avec mon enfant. Donc ça, pour moi, c'est une des clés de base. Et après, les outils, c'est des marteaux et c'est des clous, quoi. Enfin, ils fonctionnent si à l'intérieur... On se questionne suffisamment pour bien les employer. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu as remarqué que dans ma question, elle est provocante. Hein. Où est le manuel du bon papa et de la bonne maman? Parce que comme si on était obligé d'être un bon papa et une bonne maman. En fait, en sous-entendu, on pourrait lire ça. La question que je pose aux auditeurs et auditrices, avez-vous envie d'être un papa et une maman parfaite? Est-ce que c'est ça le but? Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas tous lâcher prise et se dire « j'ai le droit de pas être parfait ». J'ai le droit d'être imparfait. Et mon enfant, pour lui, l'observer, c'est aussi un apprentissage. Et c'est peut-être lui mettre moins de pression parce qu'il a le droit, lui aussi, si son père ou sa mère n'est pas parfait, de se dire j'ai aussi le droit d'être pas parfait. J'ai pas une perfection absolue à atteindre, un but ultime à atteindre. On est humain. Et nos erreurs nous rendent forts. Nos erreurs sont des leçons. T'en penses quoi? J'en reviens justement... C'est rigolo, mais au dialogue, au fait, et à oser ses peurs, et à oser les reformuler aux enfants, à oser les montrer, à oser être vulnérable devant nos enfants. Est-ce qu'un homme peut pleurer? Est-ce qu'un homme peut pleurer? Ouais, exactement. Ouais. Exactement.
et même les verbaliser pour qu'ils puissent les comprendre et les faire, moi j'aime bien dire, faire monter à la conscience, quoi. Et l'enfant, il est capable de comprendre. Bien sûr, il y a une prise de mesure à avoir, mais je veux dire, il a les capacités de comprendre tout ça. À force de vouloir être parfait, on bloque tout et on bloque même l'échange avec l'enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi 10% de verbal, soi-disant, et 90% de non-verbal. Donc on parlait de la posture, de ce qu'on dégage, de tous les outils qu'on peut utiliser pour revenir dans une bonne vibration énergétique. Mais voilà, d'oser être, j'ai envie de dire, oser être. Mais on disait tantôt avec Marine, le système est vicieux. Parce que même si tu as envie de prendre cette posture en tant que parent, tu as le système scolaire classique et archaïque qui vient et qui fait quoi? Il met des points, des cotes. Et donc cette notion de toujours se surévaluer, de jouer, de surenchérir, d'être le meilleur de la classe, d'avoir la meilleure note que, le meilleur point que, mais c'est malsain à mort. Comment est-ce qu'on peut combattre ça, Marine, dans ton projet? Je dirais que... C'est pas là une des causes de décrochage, tu crois? Alors, c'en est une. La première, en tout cas à Genève, c'est aussi les conditions familiales qui font qu'à un moment donné, un enfant, il n'a plus la disponibilité intérieure pour suivre l'école. Puis la deuxième, c'est les profils atypiques. Voilà. Après, pour moi, je dirais, ce serait de... Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire avec l'association Cap Toi-même, c'est de défocaliser sur l'école et de juste ouvrir le champ des possibles et des perspectives. Ok, dans ce système-là, ça fonctionne pas forcément pour toi. Mais en fait, il y a plein d'autres choses que tu peux faire et c'est comment on ouvre ça, en fait. On défocalise, on amène plus de vastitude et je pense que ça, c'est comme ça qu'on aide. Et on apprend à l'enfant, en fait, à s'aimer, à avoir confiance en lui, en ce qu'il fait. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile, en fait, de grandir. De grandir. De grandir, tout simplement. Exactement. Quand a commencé l'aventure? Elle est en train de se faire, de se créer, de naître. Vous avez besoin de fonds. Alors pourquoi est-ce que vous auriez besoin de fonds financiers? C'est évidemment couvrir les heures de travail. C'est pas négligeable le temps que vous devez mettre pour préparer un tel projet. Mais est-ce qu'il y a d'autres ambitions derrière? Est-ce qu'il faudra des locaux? Une fois que tu es prête avec Arnaud, comment ça va se mettre en place dans la pratique? Comment vous voyez fonctionner? À partir de quand? Quel budget il faut atteindre pour démarrer? Vous avez déjà pensé à tous ces aspects-là ou c'est encore en création? C'est encore trop tôt? On est encore vraiment en création, mais l'idée pour l'instant, ce serait déjà de faire un accompagnement sur Genève, là où on vit, ou proposer... En déplacement dans des écoles ou chez vous ou... En se déplaçant auprès des enfants, D'accord. Directement. Quitte à aller chez eux dans leur famille. Quitte à aller chez eux dans leur famille, ou alors de les faire venir aussi dans les cabinets. Donc ce serait plutôt, comment dire... La consultance de coach, en fait. Ouais, de la consultance, exactement. Mais après, à terme, ce serait d'avoir un lieu où on puisse les accueillir et en fait qu'ils puissent vraiment développer tout ça sur un temps donné, un espace, etc. Qu'ils puissent vivre en fait comment je prends soin de mes corps au quotidien et j'apprends à l'incarner en fait dans mon quotidien. Je suis suivie, etc. Donc voilà. Dans ton rôle, parce que tu m'as dit que tu étais kinésiologue, et d'ailleurs j'aimerais que tu me fasses une petite définition de cette particularité d'énoncé de kinésiologue. Le kinésiologue, il travaille avec un test musculaire avec le corps. On pose des questions au corps, puis qui va nous donner des réponses spontanées, sans passer par la tête ni par les émotions, de ses besoins du moment. Et après, on travaille de manière holistique, on travaille sur les ressources aussi, sur la capacité de résilience, on travaille aussi sur l'autorégulation, redevenir autonome, et ça c'est très important pour nous aussi. On travaille sur des instants coaching aussi, justement, comme disait Marine. Mais moi, je dirais que... Toi, tu veux faire bouger le corps? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est ma particularité en cabinet, mais c'est vraiment une question, c'est des séances complètes. Mais après, moi, je reviens souvent dans les pratiques du quotidien, les pratiques du corps qui sont essentielles pour moi. Et le matin, que ça soit par un qigong ou un tandava ou une méditation, mais vraiment de revenir dans des petits rituels qui ancrent. On parlait d'incarnation, qui ancrent dans le corps, qui permettent d'avoir un alignement, la pensée juste au bon moment et puis équilibrer le corps physique, les émotions et la tête. On parle beaucoup de charge mentale actuellement. Énormément. Ouais, beaucoup. Justement, en kinésiologie, on peut aussi faire redescendre cette charge mentale, justement en redescendant par des petits rituels. Et je pense que c'est d'apprendre à l'enfant déjà de mettre ça en avant. Et après, il va connecter ce qu'il aime beaucoup plus facilement. Il va pouvoir vraiment redevenir responsable. Mais responsable dans le bon sens, on a un mot. Ça a toujours plusieurs sens, les mots. Et ça dépend de la manière dont on le dit. C'est pas responsable de la manière dont peut-être on me l'a appris, à moi. Mais c'est juste responsable de mes émotions, responsable de ce que je ressens. Je me reconnais dans le miroir. Je me reconnais et je te vois. Exactement. Ouais, j'aime bien l'image. C'est sympa. Ça me parle immédiatement quand tu parles de ça. Est-ce que vous avez identifié des freins? Évidemment, il y a les parents. Si tu vas leur dire un truc pareil, qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes enfants? C'est une secte. Ils utilisent des mots bizarres, non? Il y a un peu cet aspect de rejet, non? Il y a des freins? Oui, il y aurait des freins potentiels justement dans ce qu'on propose, où nous, on propose quelque chose d'holistique aux enfants dès le plus jeune âge. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais faire une parenthèse. Les corps, donc physique, émotionnel et mental, en fait, tous les corps, ils ont les mêmes besoins que notre corps physique. Ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin de mouvement, etc. Et donc, nous, c'est comment on partage ça aux enfants au travers de groupes, en fait, réguliers qu'on fait hebdomadaires,
pour qu'ils puissent en fait apprendre à nourrir leur corps émotionnel, à nourrir leur mental, à nourrir, voilà, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut mettre en place, c'est les pratiques dont Arnaud a parlé. Et donc potentiellement, les freins aussi, c'est l'investissement que ça représente en se disant, mince, investir... La confiance d'abord. Ouais, de la confiance, ouais, La clairement. confiance des parents, la confiance d'enfants, ça c'est le premier investissement, avant même l'argent. Complètement. Est-ce que je confie mon enfant à ces personnes-là ? C'est pour ça qu'on a créé ce podcast, pour que les parents ils puissent aussi entendre ce qui se passe, comment on travaille, quelle est notre vision. Frein de l'investissement aussi, de l'argent, et puis le frein aussi des enfants ça demande en fait du temps. Aujourd'hui, on est dans une société un peu consumériste et puis du tout de suite, et c'est comment enseigner aux enfants en disant ouais, ça prend du temps en fait d'apprendre à gérer ses émotions. En fait, souvent, par exemple, là, les derniers accompagnements que j'ai faits, il y avait beaucoup de j'ai du mal à faire des efforts, je veux les choses tout de suite. Si j'y arrive pas tout de suite, je laisse tomber. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très récurrent dans la nouvelle génération parce qu'ils ont cette habitude de zapping. Et donc, l'idée, c'est, ça peut être aussi un frein. Et puis, comment leur enseigner un peu la discipline et tout ça. C'est la patience qui est le gros frein chez l'enfant. C'est cette question de réapprendre la patience quand on n'a plus l'exemple de la patience d'une part des parents. Parce que quand je lis les études qui ont été faites pour comprendre les comportements humains, tu te rends compte que les gens passent 3 secondes avant de décider s'ils vont rester sur un site internet ou pas, qu'ils mettent 23 secondes pour décider s'ils lisent un post LinkedIn ou pas. Enfin, tu comprends. Tout est à la microseconde et à la seconde quand il nous faudrait entendre plutôt « mais moi je prends 1 heure de mon temps pour réfléchir à qui je suis ». Qui actuellement, je vais peut-être être surpris, j'aimerais être surpris par la réponse en commentaire, qui prend actuellement minimum 1 heure chaque jour pour penser où j'en suis, ce que je fais, où en est ma vie et ce que je veux faire demain. Est-ce qu'on peut tous se dire à partir de demain, chaque jour je prends 1 heure pour y penser? Est-ce que c'est utopiste ou c'est envisageable? Et la réponse à cette question, si elle n'est pas positive, je trouve qu'elle est interpellante. Parce que ça voudrait dire qu'on n'a plus 1 heure à s'accorder à soi-même. Qu'est-ce que tu en penses? J'imagine que c'est ce que je consacre quand je fais mes pratiques. Et encore, tu vis ta passion. Ma passion et puis les pratiques au quotidien. Enfin, j'estime que si on veut partager ça aux enfants, on doit aussi l'incarner. Donc, il y a ça. En dehors du fait que c'est ta passion maintenant, que tu veux ce projet. Mais est-ce que tu pourrais prendre 1 heure de temps, un luxe de prendre 1 heure de temps pour te dire chaque jour, je me regarde dans la glace et je me dis, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que les choses me parlent? Ça me fait penser, je rebondis juste, ça me fait penser... Oui, bien sûr, j'allais te poser la question aussi, de toute façon. À l'ennui, tu sais. Les enfants qui apprennent à s'ennuyer, qui apprennent à reconnecter, à jouer avec un petit bout de bois en bord de forêt, Exactement. à être créatif, tu vois. Et là, ça vient, au fait. Mais si on ne prend pas ce temps-là, on n'apprend pas, ou on ne prend pas ce temps-là, peut-être que la créativité, elle diminue, peut-être qu'on oublie, et puis on est pris par une inertie, ce qui est OK avec les temps actuels, tout va très vite. Et en même temps, c'est un apprentissage. Et moi, ce que je dis à mes patients, qu'ils soient adultes ou enfants, c'est des fois d'essayer de, justement, s'arrêter, des fois même, entre les choses qu'on fait. Je fais une tâche, 1h30 de temps, je suis au bureau, je vais changer de tâche, je m'arrête 5 minutes, je reprends des respirations, je reviens au corps. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'il y a des émotions? Tout simplement. Et puis hop, je me mets au service de la tâche suivante, je me mets au service de la rencontre suivante, je me mets au service de... Et ça ouvre des espaces. Et le faire 3 ou 4 fois dans la journée, 5 minutes, parce que 1 heure, ça peut paraître long. Et poum, ça opère des changements. Je suis ravi que tu fasses cette réflexion et cette intervention parce qu'effectivement, moi, j'ai pris 1 heure de façon symbolique. Mais évidemment, cette heure, elle peut être répartie. Mais l'essentiel ici, c'est quoi? C'est comme tu le dis, c'est de faire le décrochage, de prendre une distance et d'avoir surtout, le moment de la réflexion, de dire j'ai pris conscience d'une erreur que j'ai faite et est-ce que je veux la corriger ou pas? Est-ce que je suis bien avec cette erreur ou pas? Quelle leçon j'en tire? Et comment je me grandis avec cette leçon? On est dans le monde d'entreprise en tant qu'adulte, confronté à des évaluations, à toujours être rentable, être productif. Mais qui encore prend le temps de se dire « j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai le droit à une erreur, qu'est-ce que j'en apprends de cette erreur, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce qu'elle me grandit ?» Voilà, c'était un peu le message que je voulais lancer. Ouais, et puis tu vois, pour rebondir là-dessus, regardons aussi le temps qu'on passe. En plus, les écrans nous permettent de calculer ça. Finalement, on les a, les heures. Parce que quand on regarde le temps qu'on passe, par exemple... je sais pas, sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, en fait, à la fin de la journée, on se rend compte que c'était des micro-pratiques de réseau social de 5 minutes qui, cumulées, font peut-être plusieurs heures. C'est ça. Où est-ce que vous êtes actif, Genève, mais l'ambition est de grandir et de faire des petits, de grandir vous, ou plutôt de contaminer d'autres? Pour l'instant, on se situe à Genève et on veut opérer à Genève parce qu'on en est au début. Par contre, à terme, on aimerait bien trouver un endroit dans la nature. On ne sait pas si ce sera... en Suisse ou ailleurs. La connexion à la nature dans votre projet est l'évidence. C'est la nature, elle permet vraiment d'apaiser le système global. Donc oui, c'est essentiel et on souhaite l'intégrer pour qu'ensuite on puisse accueillir des jeunes, voire proposer des voyages initiatiques à vélo, parce que nous, on est très voyage à vélo, tout ça. Voilà. Tu sais que les thérapeutes, quand tu es en burn-out, ils te conseillent en premier lieu d'aller te reconnecter à la nature et de faire des balades en nature.
les bons thérapeutes, avant même de prendre un antidépresseur. C'est marquant quand même, ça veut tout dire. Ok, alors on va clôturer tout doucement cette interview. J'ai plein de frustrations parce que je crois qu'il y a encore tant de choses à débattre et à dire et je pourrais parler avec vous pendant des heures. Vous êtes passionnés, je suis passionné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas encore un site internet, il est en construction. On va travailler dessus, restez attentifs, venez voir cet épisode de temps en temps dans le texte. À un moment donné, on va rajouter le lien vers le site internet. Mais ce qu'on va déjà faire, c'est mettre un lien pour pouvoir faire des dons. Parce que vos dons vont pouvoir aider ce projet à naître, à vivre, à porter son nom, ses couleurs et son ambition et à réussir. Et alors, le petit cadeau supplémentaire, si vraiment vous n'avez pas les moyens, il y a une autre solution. Prenez ce podcast, partagez-le, likez, commentez-le, faites-le circuler dans votre réseau, faites-le circuler autour de vous, qu'un maximum de monde l'écoute et qu'il puisse participer à ce qu'à un moment donné, quelqu'un qui a les moyens puisse faire un don et rentrer dans l'action du podcaston. Petite cerise sur le gâteau dans ce podcast, il y a un lien dans le texte descriptif qui est un lien vers un message vocal. Sur ce lien, vous autorisez votre navigateur à accéder au micro, c'est important. Vous enregistrez votre jolie voix avec un beau micro. Vous pouvez réécouter avant de l'envoyer, je vous rassure, ça part pas tout de suite. Vous mettez votre email, vous faites envoyer et nous on reçoit un message vocal. Et si dans votre message vocal vous dites « je veux bien qu'on partage ma voix sur les réseaux », votre réaction à ce podcast, on le mettra en commentaire quand on publie le podcast sur les réseaux sociaux et les gens pourront vous écouter comme si vous étiez en live avec nous en train de réagir au podcast. On peut vous laisser des messages, des remerciements, de la gratitude, vous poser des questions. Et si vous me dites rien, alors j'enverrai le lien vers le message vocal à Marine et à Arnaud. Ils écouteront et ils répondront en privé puisque vous aurez à ce moment-là souhaité une réaction en privé. Merci de votre écoute attentive et on se retrouve bientôt et certainement l'année prochaine pour encore une action podcaston. Marine, bon retour en Suisse. Arnaud, pareil. Merci. Et merci infiniment de s'être déplacé. Merci à toi, Merci Michel. beaucoup. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.